En Espagne, coup de tonnerre. Le général Dupont capitule à Bailén. Puis, c'est la défaite de Vimiero. Napoléon furieux décide de remettre de l'ordre sur le terrain. La victoire de Somosierra lui ouvre les portes de Madrid. Il quitte le pays en y laissant des troupes aguerries. Beaucoup vont y rester et beaucoup ne seront plus sur les autres théâtres d'opération plus tard, et notamment la campagne contre l'Autriche en 1809, qui va être une campagne extrêmement difficile pour Napoléon. Le 22 janvier 1809, Joseph, roi d'Espagne, retrouve son trône. Mais l'écho des premiers échecs amène l'Autriche à céder aux sirènes anglaises. La guerre est déclarée. Les victoires d'Eckmühl et de Wagram les contraignent à signer la paix de Vienne le 14 octobre. La 5e coalition n'aura pas duré longtemps. Le Grand Empire compte alors 130 départements. La France rayonne. 44 millions d'habitants, c'est une population extrêmement importante, ça représente à peu près le quart de la population européenne à ce moment-là, et cette puissance du nombre, Napoléon va en jouer beaucoup. Il faut asseoir son pouvoir, et pour le faire durablement, il faut qu'un mariage scelle cette union. Il faut qu'il divorce, il faut qu'il se choisisse une autre épouse pour assurer la descendance. C'est son principal but à partir de ce moment-là. Napoléon cherche un ventre. Marie-Louise, c'est vraiment, à l'époque, la génie, son offre Minotaure. La campagne de Russie commence. L'humiliation française de Los Arapiles passe au second plan. Napoléon le sait, le vaincu sera détruit. Fin mai 1812. Le Premier Empire est à son apogée. Les 130 départements français s'étalent des Bouches de l'Elbe aux rives de l'Adriatique. L'Europe est en paix depuis Wagram, mais l'orage approche. L'Angleterre ne veut pas la paix. Tsar Alexandre Ier refuse d'appliquer plus longtemps le blocus continental. Et il envoie le 8 avril 1812 un ultimatum à Napoléon, lui enjoignant de plus d'évacuer la Pologne qu'il convoite. La guerre devient encore une fois inévitable. Napoléon, en stratège averti, s'y prépare depuis plusieurs mois. Napoléon quitte le château de Saint-Cloud le 9 mai 1812, traverse l'Allemagne, s'arrête quelques jours à Dresde. Tous les souverains de l'Europe, y compris son beau-père, l'empereur d'Autriche, l'attendent. Tous sont venus faire leur cour. Le 22 juin, il est sur les rives du Niémen, la frontière russe. La dernière offre de paix qu'il a envoyée à Saint-Pétersbourg est restée sans réponse. Qu'allait-il donc faire en Russie, demande-t-on souvent. Alors d'abord, il faut savoir que ça n'est pas uniquement la responsabilité de Napoléon si nous avons eu cette guerre de 1812 entre la France et la Russie. Celui qui a tiré le premier, en quelque sorte, c'est le tsar Alexandre. Depuis la paix de Tilsit, la Russie vivait fort mal son alliance avec la France parce que la France l'avait obligé à déclarer la guerre à l'Angleterre et l'économie russe était totalement anéantie par cet accord. Alexandre, en plus, était furieux qu'on lui ait imposé la création du duché de Varsovie, qui était une espèce de petite Pologne qui le menaçait. Et donc, très très vite, il a envisagé de prendre l'offensive contre les Français pour libérer, disait-il, la Pologne, tendre la main aux Suédois, attaquer l'Allemagne et libérer l'Europe, parce que Alexandre avait un petit côté mystique, il se croyait investi de la mission divine de libérer l'Europe. Et donc en 1811, au printemps de 1811, les troupes russes ont avancé sur le duché de Varsovie. Là, Napoléon a évidemment réagi, il a fait avancer ses troupes vers la frontière russe et il a commencé à créer une coalition européenne contre la Russie. La terrible campagne de Russie peut commencer.
Dans moins de 3 mois, les Français seront à Moscou. Moi, Jean-Roch Coignet, j'ai fait partie de ces hommes. Le 22 juin 1812, j'ai le grade de sergent dans la garde impériale. J'ai derrière moi de nombreuses batailles, jamais blessé, toujours en première ligne. J'ai pourtant une certaine angoisse face à ce pays inconnu. Devant nous, de l'autre côté du Yémen, le fleuve frontière, se trouve la Russie. Immense, sauvage, inconnu. Tout un continent qui ne demande qu'à être conquis. Malgré tout, nous avons tous confiance en l'empereur. Le petit caporal n'a jamais perdu une bataille contre les Russes. Nous allons foncer vers l'Est, les culbuter, prendre Moscou et obliger enfin toute l'Europe à faire la paix. C'est aux airs de Vive l'empereur que l'on franchit le Yémen. Les troupes débordent d'enthousiasme. Les feux du soleil étincellent sur les baïonnettes et les cuirasses. Le spectacle est magnifique. La grande armée. Jamais elle n'a si bien porté son nom. Près de 600 000 hommes et plus de 2000 bouches de feu. Dans cette grande campagne, toute l'Europe est représentée. Presque 20 pays ont envoyé des contingents de troupes. Français, Espagnols, Portugais, Italiens, Autrichiens, Polonais, Bavarois, Saxons, Westphaliens, Hollandais, Croates et d'autres encore. Mais sur cette énorme masse de combattants, la moitié seulement, soit 260 000 fantassins et 32 000 cavaliers, sont français. La Grande Armée, elle n'a jamais porté si bien son nom. Napoléon a voulu en faire une armée européenne, avec ses alliés. Donc il y avait un corps autrichien, il y avait tout un tas de monde. Les Français, sur à peu près 600 000 hommes, 650 000 hommes, les Français sont 200 000. C'est une armée française classique, à peu près 200 000 hommes. Le reste, encore une fois, c'est la première armée européenne qui existe, pour aller châtier son frère, parce qu'on s'appelait entre souverains, on se donnait du monsieur mon frère, son frère, le tsar Alexandre. L'empereur a divisé ses forces en 10 corps d'armée. À leur tête, Davout, Oudinot, Ney, le prince Eugène, Poniatowski, Gouvion-Saint-Cyr, Régnier, Vandamme, Victor et MacDonald. La vieille garde est sous les ordres de Lefebvre. La jeune garde est dirigée par Mortier. À la tête de la réserve de cavalerie, Murat. 4 armées russes attendent les Français. Près de Vilnius, sur la route de Saint-Pétersbourg, Barclay de Tolly, 130 000 hommes et près de 600 canons. Le prince Bagration, lui, protège la route de Moscou. Il a déployé près de Bialystok 60 000 hommes et ses 180 canons. Tomassov, lui, protège la ville de Kiev, fort de ses 50 000 combattants et de ses 170 canons. En réserve, 100 000 soldats. Cinq jours après avoir franchi le Niémen, 5 jours après le début des hostilités, Vilnius, la capitale de la Lituanie, est conquise presque sans coup férir. Le tsar Alexandre et ses hommes l'ont évacué dans la précipitation. Une retraite dans le plus grand désordre. Napoléon est déçu. Il espérait la bataille. Foutu Russe, foutue chaleur, foutu pays. Depuis 20 jours que nous sommes entrés en campagne, les Russes nous évitent. Ces poltrons refusent le combat. Ils reculent plus vite que nous avançons. De plus, ils détruisent systématiquement tout ce qui pourrait nous être utile. Nos officiers appellent ça la tactique de la terre brûlée. Habitation, bétail, récolte, vivres, matériel, tout y passe. Chaleur accablante, poussière omniprésente et manque de ravitaillement. En quelques jours, sans combattre, les régiments ont fondu. À l'aller, déjà, on perd beaucoup de monde parce que le temps est terrible, il fait très très chaud. Des orages parfois terribles éclatent. Et on est surpris par cette chaleur. Certains soldats disent d'ailleurs qu'il fait plus chaud qu'en Espagne ou plus chaud que dans les sables d'Égypte. C'est quand même incroyable, on est en Russie. Donc on est au mois de juin, au mois de juillet. Ils sont surpris. Et là, déjà, les désertions et les malades, les chevaux aussi, il n'y avait plus rien qui mangeait une espèce d'herbe très pas terrible, commence à tomber les uns après les autres. Et comment on fait quand il n'y a plus de chevaux pour traîner les canons? Alexandre abandonne sans combattre son camp retranché de la Drissa, fruit d'une année de travaux considérables, et galope vers sa capitale. Barclay de Tolly, lui, semble vouloir nous disputer Vitebsk. Barclay de Tolly, dans l'historiographie russe, on l'a mis un peu de côté parce que c'est originaire des pays baltes,
avec une ascendance britannique, donc c'était pas quelqu'un qui pouvait être mis en avant vis-à-vis du peuple russe. Et pourtant, ce général, ministre de la guerre, a préparé la campagne de 1812, j'allais dire presque sans le savoir, mais évidemment il le savait. Premièrement, il a créé une armée moderne. Il a totalement réorganisé l'armée russe. Il a fait entrer dans l'organisation de l'armée russe des notions qui nous paraissent évidentes de la division, du régiment, de l'entraînement des troupes. Il faut voir par exemple qu'avant 1810, les soldats russes ne s'entraînaient jamais au tir. Barclay de Tolly réussit à convaincre le tsar qu'en cas d'invasion de Napoléon, on ne lui livrera pas immédiatement bataille, mais on l'attirera le plus possible vers l'intérieur du territoire russe. Le canon tonne. Mais ce n'est qu'une affaire d'avant-garde à Ostrovno. Un accrochage sérieux toutefois, car pour la première fois, les Russes vont âprement défendre le terrain. Non loin de Vitebsk, sur le bord de la Dwina, s'est déroulée une scène d'anthologie. Entouré de tout son état-major, Napoléon est là. Sous ses yeux, une poignée de voltigeurs du 9e régiment de ligne assaillis par la cavalerie russe. On tremble, on frémit, on les croit perdus, mais les voltigeurs sortent sains et saufs de cette effroyable mêlée. « Qui êtes-vous » leur demande l'empereur. « Tous des enfants de Paris. » Eh bien, mes amis, vous êtes des braves et vous avez mérité la croix. Sacrés combattants, ces Russes. On croyait qu'ils avaient peur, qu'ils reculaient devant nous pour ne pas nous affronter, mais c'est faux. On l'a tous compris à Vitebsk. J'aurais dû me souvenir de la boucherie des lots. Le soldat russe, quand il le faut, sait très bien mourir à son poste en combattant. Ils luttent pour leur pays, sur leur terre. La Russie est immense. Passé les forêts profondes des frontières, les plaines s'étirent jusqu'à l'horizon. On fait presque 30 km par jour dans des conditions épouvantables. On marche droit vers l'est, droit vers leur capitale, le cœur de l'Empire russe. Napoléon décide d'arrêter les poursuites. La grande armée a besoin de souffler, de refaire ses forces. À Vitebsk, l'empereur organise hôpitaux et magasins, reconstitue ses corps. Le constat est sévère, sans bataille sérieuse, 150 000 hommes manquent à l'appel. Des morts, des malades surtout, des déserteurs aussi. En fait, la tactique des Russes porte ses fruits. Les armées de Napoléon s'usent sans avoir vraiment combattu. Donc ce que on nous présente toujours comme étant une fuite des Russes devant Napoléon, une stratégie improvisée pour l'attirer à l'intérieur du territoire, est une stratégie qui a été en réalité pensée et qui est inscrite dans un plan d'opération qui date de la fin de 1810. Napoléon se demande même s'il n'est pas préférable de consolider l'acquis et de reprendre la campagne en 1813. Mais le 8 août, l'attaque de nos avant-postes le décide à reprendre l'infernale poursuite. Le régiment des Cosaques de la garde impériale faisait partie de l'armée de Wittgenstein à l'arrière-garde de l'armée russe. Et un soir, il faisait très beau, il voit une partie de l'avant-garde de Napoléon à l'écart. Il décide de les attaquer au crépuscule, et pour les attaquer, il fallait traverser une rivière. Alors, il ne fallait pas abîmer les beaux uniformes rouges. Ils se sont dévêtus, tout nus, à poil. Avec leurs pics, ils ont traversé la rivière et chargé les Français qui n'ont pas compris d'où venaient ces diables nus qui ont semé la panique, et l'escadron, une centaine de Cosaques, a rejoint le camp russe sans perdre un seul homme. Le 17 août 1812, devant les murailles de Smolensk, Napoléon s'écrie « Cette fois, je les tiens ». À 15 heures, l'empereur ordonne l'assaut. Les faubourgs défendus par la grosse artillerie sont enlevés. Les Russes se battent avec l'énergie du désespoir. Le soir tombe sur la ville en flammes et les soldats de la grande armée, épuisés, s'arrêtent au pied des remparts. Dans les rangs français, la victoire de Smolensk a un goût de cendre. Une fois encore, les Russes se retirent, laissant derrière eux une ville ravagée par l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Spectacle rare, note Stendhal dans ses carnets. Le spectacle, hélas, allait devenir une habitude. Entre Smolensk et Moscou, on ne va traverser que des bourgs, villages et villes en feu. La politique de la terre brûlée. Pour tenter d'en finir au plus vite, Napoléon talonne les forces russes. Moscou n'est plus très loin. Le 28 août 1812,
Koutousov est nommé à la tête de l'armée russe. Bien que convaincu qu'il faille continuer la retraite, Koutousov accepte d'affronter Napoléon pour complaire à l'entourage du tsar. Le choc a lieu près du petit village de Borodino, à environ 120 km à l'ouest de Moscou. Ça y est, on va enfin se battre. On savait que le tsar n'allait pas lâcher Moscou sans combattre. Au loin, on aperçoit la ligne sombre des régiments russes. Ils nous attendent, retranchés derrière leurs fortifications. Au centre, la plus imposante de toutes, la grande redoute semble imprenable. Située sur une hauteur hérissée de canons et bien pourvue en hommes, ça va être un sacré morceau à avaler. Mais on en a vu bien d'autres. Alors en avant, et vive l'empereur. Le 5 septembre, 127 000 Français découvrent enfin l'armée russe rangée en bataille, appuyée sur le petit village de Borodino. La bataille de la Moskova est une bataille d'abord que les Russes n'appellent pas la Moskova, ils l'appellent Borodino, du nom du village qui se trouvait effectivement sur le champ de bataille. La Moskova se trouvant quand même bien en retrait, assez loin du champ de bataille. Mais Napoléon a choisi ce nom évidemment parce que dans Moskova il y a Moscou et dans son esprit c'était la grande bataille devant Moscou comme il le dira plus tard. Koutousov et ses 140 000 hommes sont bien décidés à en finir avec les Français. Les Russes ont choisi leur terrain, puisqu'ils se replient depuis la frontière. Ils se décident finalement, le généralissime Koutouzov se décide finalement à livrer une bataille, et puisqu'on livre bataille, il envisage de la livrer pour la gagner, évidemment. La veille de la bataille, Napoléon reçoit le portrait de son fils, le roi de Rome. Tous veulent le voir. « Rentre-le », dit-il à un grenadier. Il voit de trop bonne heure un champ de bataille. Il va baser son dispositif, fonder son dispositif sur des redoutes, sur des fortifications, des petites fortifications sur le champ de bataille, qui à la fois empêcheront les Français de manœuvrer parce qu'elles fixeront des effectifs, et puis surtout qui protégeront la manœuvre arrière de l'armée russe. Il occupe un front de presque 200 mètres et abrite 21 canons. Au sud de la grande redoute, 3 autres fortins ont été aménagés, surnommés les flèches de Bagration. « Soldats !» dit Napoléon à ses troupes. « Voilà la bataille que vous avez tant désirée. Désormais, la victoire dépend de vous. Conduisez-vous comme à Austerlitz, à Friedland. Que l'on dise de vous, il était à cette grande bataille livrée sous les murs de Moscou. » Après une nuit de pluie, à l'aube du 7 septembre, le soleil se lève. Il renchérit. « Soldats, voilà le soleil d'Austerlitz !» Un coup de canon tiré par les Français donne le signal de l'action. 1200 bouches à feu se déchaînent. À 6h30, sur l'aile gauche française, Eugène de Beauharnais enlève Borodino après un combat acharné. Au centre, l'attaque principale de Davout se porte sur les flèches de Bagration. Davout est appuyé par le corps de Poniatowski sur sa droite. Mais le Polonais peine à avancer. Napoléon, voyant que le corps de Davout va être rejeté sur ses positions de départ, envoie Junot et Ney lui prêter main forte. À midi, on s'attaque à la grande redoute, la clé de la victoire. Eugène au nord, Murat au centre, Ney et Davout au sud. Une première attaque échoue.
Ici, vous voyez l'une des armes les plus redoutables de l'armée française, depuis la bataille des Pyramides, entre autres, à savoir le carré hérissé de fantassins dont les fusils sont baïonnettes au canon, et au coin desquels se trouvent des pièces d'artillerie qui rendent les positions françaises extrêmement difficiles à attaquer pour les cavaliers, et qui probablement sont le carré ici est à l'origine de la désorganisation complète après une charge probable et une réorganisation difficile des Russes que vous voyez en face. On repart à l'assaut, mêlée générale. Les morts se comptent par milliers. La garde russe tente alors de rejeter les Français, mais se fait hacher par leurs canons. Commandée par Murat, c'est finalement une charge de la cavalerie légère de Grouchy, surtout des cuirassiers de Montbrun, les culs de fer, qui conquièrent la place vers 14 h. Un exploit. Dans le feu de l'action, le prince Bagration est mortellement touché. La victoire, les Français l'ont payé cher. Une pléiade de généraux et près de 30 000 soldats hors de combat. On peut considérer que les Français ont gagné cette bataille, mais au fond, Kutuzov a remporté une bataille stratégique parce qu'il a véritablement épuisé l'armée napoléonienne au cours de cette journée du 7 septembre. Chez les Russes, on compte 44 000 tués ou blessés. Ce qui frappe Napoléon, c'est le petit nombre de prisonniers, à peine 2000. Les Russes ont préféré se faire tuer plutôt que de se rendre. Si la garde de l'empereur avait chargé, toute l'armée russe aurait été anéantie. Oui, mais Napoléon n'a pas voulu abattre sa dernière carte. Le maréchal Ney, pour son courage qui, ce jour-là, a défié l'imagination, sera fait prince de la Moscova. Ney a une aura importante auprès de ses hommes. On parle de lui comme étant le brave des braves. Il ne craint rien, il est comme un Murat par exemple sur le champ de bataille, à la tête de ses hommes, et il dirige ses hommes en prenant la tête et en chargeant l'ennemi sans peur et sans reproche, pourrait-on dire. La route de Moscou est définitivement ouverte. Kutuzov renonce à défendre la capitale russe. Il déclare « Napoléon est un torrent impétueux, mais Moscou est l'éponge qui va l'absorber. » Le 14 septembre, Moscou est en vue. Les Français découvrent leur proie. « La voilà donc enfin cette ville fameuse !» s'écrie l'empereur qui ajoute « Il était temps !» Moscou, la cité sainte russe. Aujourd'hui, la garde en grande tenue et musique en tête y est entrée avec l'empereur. On a traversé toute la ville pour arriver au Kremlin avec ses tours bizarres aux toits dorés. Mais le plus surprenant, c'est que Moscou est quasiment déserte. Aucune délégation de notables n'est venue au-devant de nous. Même les palais les plus beaux ont été abandonnés. Les forces russes ont quitté la ville en bon ordre, en marche vers l'Est. J'espère que l'empereur va arriver à faire la paix. Pensif, Napoléon s'est installé au Kremlin, l'antique palais des tsars au milieu de sa garde. Le 15 septembre, des incendies éclatent dans Moscou. Les habitants de Moscou sont partis avant l'arrivée des Français. On a ouvert les prisons, on a détruit les pompes à eau, et on a donné ordre à ces types de mettre le feu à la ville qu'ils ont fait. Il est au Kremlin, il voit Moscou en feu autour de lui, et il murmure à ses proches, à ses maréchaux qui sont près de lui, « Et si nous partions en Inde ?» Tout brûle. Plutôt que de nous la laisser, ces fous de Russes ont brûlé Moscou. Comment peut-on faire une chose pareille? Comme la ville n'est quasiment construite qu'en bois, l'incendie est énorme. Impossible de rester à Moscou. Nous devons l'évacuer. Même l'empereur quitte le Kremlin en attendant que la situation se normalise. Cela nous présage de grands malheurs, murmure l'empereur en regardant sa conquête s'évanouir en fumée. Le 20 septembre 1812, l'incendie est enfin maîtrisé, mais la ville est ravagée. Les entrepôts sont détruits et les vivres se font rares. C'est de ce château qu'il a donné des ordres pour arrêter le pillage à Moscou, d'ailleurs assez inutile parce que comme Moscou brûlait, c'était très compliqué de mettre de l'ordre dans l'armée, et je dois dire que cet incendie de Moscou a joué un rôle
décisif dans l'histoire de la campagne de la Russie parce que ce pillage a porté la plaie morale à la grande armée dont elle ne pouvait plus se défaire. La première partie de la campagne est désormais achevée. Alexandre refuse toujours d'entamer les pourparlers de paix malgré les demandes répétées de Napoléon. Le tsar a confiance dans la ténacité de ses soldats, car son armée n'est pas détruite. De plus, il est parfaitement informé des difficultés logistiques que rencontre l'armée française. Tout l'encourage à refuser de négocier. Chaque jour qui passe affaiblit nos forces et renforce l'armée russe. Alexandre va bientôt recevoir le renfort de son plus grand allié, le froid, le fameux général Hiver. Une autre histoire va commencer. Elle sera terrible pour les Français. Les Russes et les Cosaques étaient très remontés. Bon, ils en voulaient un petit peu à leur chef militaire, d'avoir laissé l'ancienne capitale de la Russie aux mains des Français. Mais c'était une tactique, il fallait le faire pour entraîner les Français le plus loin possible et se servir du général Hiver pour remporter la victoire définitive. En brûlant Moscou, il contraint les Français qui s'étaient installés à Moscou peut-être pendant tout leur quartier d'hiver et en attendant le printemps, à rebrousser chemin et à retrouver leur ligne de communication jusqu'en Pologne. Le tsar Alexandre profite de ce répit pour conclure la paix avec l'Empire ottoman, dégageant ainsi l'armée chargée de contenir les Turcs. De plus, il signe une alliance avec la Suède et l'Angleterre, récupérant ainsi le corps d'armée de Finlande. Napoléon est contraint de se rendre à l'évidence, la paix est dans une impasse. Alexandre ne voulait pas du tout faire la paix. Lui, il a décidé de faire la guerre à outrance. Donc l'empereur a perdu plus de mois à Moscou en attendant la paix qu'il ne pouvait pas faire avec Alexandre parce qu'il n'a pas obtenu la victoire décisive à la Moskova. C'est pour ça, lui, il attendait en vain les envoyés d'Alexandre, tandis que l'armée russe s'est renforcée à quelques dizaines de kilomètres de Moscou dans le camp de Tarotino et la situation basculait peu à peu en faveur des Russes. Le 18 octobre 1812, la Grande Armée quitte Moscou. Plus de 100 000 hommes, suivis d'une horde de voitures en tout genre, remplies de civils, de malades et de trophées. La retraite de Russie commence. L'empereur se dirige vers l'ouest, par Kalouga, pour éviter de prendre la même route qu'à l'aller. La raison est simple, les régions déjà traversées ont été dévastées. Koutousov, renseigné sur la route prise par les armées françaises, engage le combat le 24 octobre 1812, près du village de Malo-Yaroslavets. Donc c'est ici, autour de ce monastère, il y avait des combats acharnés qui durèrent pendant toute la journée et toute la soirée de 24 octobre. Et ce monastère-là, la porte d'entrée garde encore les impacts de balles et de balles de mitraille de 1812. Le bourg passe plusieurs fois d'une main à l'autre. Avantage reste aux Français. Le 23 octobre au soir, l'armée de Napoléon arrive par là, vous voyez la forêt derrière moi, et se place dans cette plaine et beaucoup plus loin, et 2 bataillons entrent dans la ville de Malo-Yaroslavets. Mais l'armée russe avance déjà pour couper l'avance de la Grande Armée. Et c'est en cette ville de Malo-Yaroslavets que le 24 au matin, les troupes russes contre-attaquent les Français. Donc ils repoussent les bataillons français et ensuite il y a d'autres troupes qui arrivent et puis le combat s'engage. Les Français sont obligés de passer cette petite rivière qui s'appelle l'Ouja et ensuite monter les pentes des collines très, très abruptes pour prendre la ville d'assaut. La ville passe de main des Français aux Russes et de main des Russes aux mains des Français 9 fois. Et finalement, la ville reste aux mains des Français du corps de Prince Eugène de Beauharnais. En tout, il y avait à peu près 27 000 soldats qui ont pris part du côté français dans cette bataille et 33 000 Russes. Donc les troupes russes étaient repoussées et Koutousov a entamé encore une fois la retraite. Mais l'empereur, il a observé très bien ce que se passe. Il a pris une décision de ne pas poursuivre l'armée russe dans la route vers le sud. Il a préféré de faire le demi-tour et se retirer par Mojesk. C'était sa grande faute parce que lui, il pouvait faire la retraite vers la droite.
directement à Smolensk sans faire un grand détour. Mais hélas, il a pris cette décision qui a découragé beaucoup la Grande Armée. Cela devient grave, dit l'empereur à Caulaincourt. Je bats toujours les Russes, mais cela ne termine rien. La réflexion de l'empereur n'étonne pas le diplomate. Il a été en poste à Saint-Pétersbourg. Il connaît bien le tsar et les mœurs russes. Cette campagne de Russie, il l'avait déconseillée à Napoléon. Pour un dirigeant français, le fait de décider de poursuivre les Russes sur leur territoire démontrait le caractère offensif de Napoléon sur un plan technique et stratégique. En même temps, c'était une campagne inconsciente. Napoléon avait été mis en garde par un grand nombre de ses conseillers, y compris des gens comme Caulaincourt, qui étaient des observateurs extrêmement perspicaces et précis de la scène européenne. Il savait que cette campagne allait être très difficile. Mais vers 1812, Napoléon ne prêtait plus attention aux personnes qui lui disaient des choses qu'il ne voulait pas entendre. La campagne a donc été menée dans des conditions très difficiles et finalement les Français sont défaits par des conditions météorologiques. Koutousov, lui, est satisfait. En bloquant la route de Kalouga, il force Napoléon à partir par où il est venu, par la route de Smolensk, complètement dévastée. Ce mois d'octobre, il y a une sorte d'été indien à Moscou. Et Napoléon gourmand de Caulaincourt en disant « Où sont vos neiges ?» Soi-disant, il devait faire très froid, regardez le temps qu'il fait. Donc, et c'est arrivé d'un coup. L'hiver russe est tombé d'un coup. Et ils sont partis, évidemment, beaucoup trop tard de Moscou. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir repris la route de l'Allée, qui avait été dévastée. C'est là, écrit Ségur, que la catastrophe de Russie a commencé. Les conditions climatiques se détériorent. La température chute à moins 20 degrés. Le froid fait des victimes par milliers. Chaque matin, à côté de nous, des hommes ne se relèvent pas, morts, gelés au cours de la nuit. Les canons s'enfoncent dans la neige et glissent le long des pentes. Nos chevaux meurent par milliers et sans eux, les voitures, elles aussi, doivent être abandonnées. Sans ces voitures, les blessés graves, impossibles à transporter à dos d'homme, sont laissés dans les fossés où ils meurent de froid dans la nuit. Le nombre de suicidés augmente chaque jour, préférant une balle plutôt que de mourir gelés ou sabrés. Les régiments perdent peu à peu leur cohésion. Les Cosaques harcèlent nos colonnes et le moindre traînard ou égaré est impitoyablement poursuivi et achevé. Les troupes françaises ont été en permanence poursuivies par les Cosaques qui s'attaquaient aux soldats isolés, qui faisaient énormément de prisonniers, entre autres, à cause du froid, il y a eu beaucoup de soldats pris par le gel. Ils les déshabillaient aussi, ils prenaient leurs vêtements. Il faut dire qu'entre eux, les Français aussi, les soldats mourants étaient déshabillés et les vivants prenaient leurs vêtements justement pour survivre au froid. L'empereur lui-même manque par 2 fois d'être capturé par des escadrons de Cosaques surgis de nulle part. Il n'est sauvé que par l'intervention in extremis de cavaliers de son escorte. Il faut dire que la récompense promise pour sa capture est énorme. Napoléon, par 2 fois, a failli être fait prisonnier par les Cosaques. 2 fois, il s'en est sorti, malgré la promesse qu'avait fait l'ataman Platov de donner la main de sa fille aux Cosaques qui prendraient Napoléon. Napoléon, sur le plan physique, n'avait aucune peur. C'était un homme extrêmement courageux. On l'a vu charger à la tête de ses soldats. On l'a vu pointer le canon pendant la campagne de France en 1814. Et puis, on l'a vu aussi être très souvent en danger, comme pendant la retraite de Russie, où les Cosaques s'approchent tellement près de lui qu'un Cosaque manque de peu de l'embrocher avec sa lance. Et là, c'est le général Gourgaud qui, d'un coup de pistolet heureux, va sauver son empereur en abattant raide, comme il l'écrivit plus tard, le Cosaque qui voulait tuer Napoléon. Après une plaine blanche, une autre plaine blanche. La nature enveloppe d'un linceul l'armée mourante. Pour la première fois, l'aigle baisse la tête. Hier, la grande armée. Aujourd'hui, un troupeau. Écrira Victor Hugo. Cette armée a quitté Moscou forte de 100 000 combattants.
25 jours plus tard, elle est réduite à 36 000 hommes valides, suivis de 60 000 traînards sans armes. Les Cosaques, en campagne, ne dépendaient absolument pas de l'intendance russe. Ils n'attendaient ni provisions, ni armement, ni équipement. Ils se servaient essentiellement sur le terrain, sur l'ennemi. Alors effectivement, des fois, ça les amenait à piller les fourgons français ou ennemis au détriment de la discipline. À l'arrière-garde, Ney fait des prodiges. Surtout à Kranoye, un petit village sur la route d'Orsha, où il affronte toute l'armée russe rangée en bataille. Le sacrifice de la division Razou permet au maréchal d'échapper aux Russes. Dernier obstacle à franchir, la Bérésina. Une rivière large d'une centaine de mètres. Seul échappatoire, le pont de Borisov. Le 23 novembre, à la pointe du jour, Napoléon apprend que les Russes viennent de s'emparer de la ville. Le choc est rude. Les Français sont pris en tenaille, ou plutôt au piège. Par miracle, un passage à peu près guéable est découvert par des cavaliers en reconnaissance un peu plus au nord. Les 400 pontonniers du général Eblé se sacrifient, plongent dans l'eau glacée pour construire 2 ponts de fortune. On pensait, malheureusement, il avait fait très froid depuis Moscou, mais là il y avait eu un dégel. Donc il n'y a plus de glace sur la Bérésina. Sinon, avec la glace, pas besoin de pontonniers. Et en revanche, la rivière charriait des gros blocs de glace. Et il a fallu que ces types, d'un héroïsme incroyable, se jettent à l'eau pour fabriquer 2 ponts. Donc évidemment, l'eau, pas la peine de préciser qu'elle était absolument glaciale. Et ils y ont pratiquement tous laissé leur vie d'ailleurs. Couverts par les corps de Victor et d'Oudinot, le passage commence. Le 26 et 27 novembre, l'étrange apathie des Russes permet à plus de 60 000 hommes de traverser la rivière glacée. Le 28, Eblé, sous la pression des Russes, doit détruire les ponts, alors que 8 000 hommes sont encore sur la rive est. Nous avons dans la langue française une expression qui est « Ah, c'est la Bérésina ». Et dans l'esprit du public, la Bérésina, c'est catastrophe. En réalité, quand on regarde bien l'histoire militaire de la retraite de Russie, la Bérésina est une victoire française. C'est-à-dire, quel était le but de l'adversaire? Le but de l'adversaire était d'encercler, de détruire l'armée française, de s'emparer de Napoléon. On avait déjà diffusé son signalement auprès des officiers russes pour qu'ils puissent le reconnaître. Et donc, l'objectif de Napoléon, c'était d'échapper à cet encerclement-écrasement. Et à la Bérésina, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'armée passe ce fleuve et, je dirais, les troupes combattantes sont sauvées. Alors c'est vrai qu'après que les ponts aient brûlé, de très nombreux soldats traînards, les civils qui accompagnaient l'armée vont tomber aux mains des Russes. Et donc, évidemment, la catastrophe est là, c'est qu'il y a eu beaucoup de prisonniers. Mais sur le plan militaire, la Bérésina permet à Napoléon totalement d'échapper au piège russe et de sauver ce qui reste de l'armée, c'est-à-dire à ce moment-là, il n'y avait évidemment pas grand-chose, mais il a réussi à franchir cette rivière, et c'est ça, la victoire française de la Bérésina. Les traînards sont impitoyablement massacrés. Alors les Cosaques, les Cosaques du Don, ils montent des petits chevaux, c'est des types avec des barbes hirsutes, des lances, etc. C'est une cavalerie, c'est un peu comme les mouches, les Cosaques. Donc en bataille rangée, en cavalerie contre cavalerie, c'est pas une très bonne cavalerie, parce qu'ils sont, chacun est trop indépendant, on va dire, par rapport à nos régiments de cavalerie à nous. Mais en grappe, pour harceler une armée, il n'y a pas mieux qu'eux. D'abord parce qu'ils sont courageux aussi, ils sont même très courageux, mais il n'y a pas mieux qu'eux, et ils ont l'avantage du terrain. Ils connaissent à la fois le terrain et ils sont habitués au climat. Entre-temps, Napoléon a reçu une dépêche lui apprenant qu'une tentative de coup d'État vient d'avoir lieu à Paris. Napoléon a eu par l'intermédiaire de Fouché effectivement une police qui avait un nombre considérable de mouchards et qui savait très bien infiltrer tous les milieux, que ce soit aussi bien les cafés où les mouchards étaient là pour écouter ce qui se disait dans les milieux populaires sur Napoléon, que les salons du Faubourg Saint-Germain. Dans la nuit du 23 octobre 1812, profitant d'une rumeur annonçant la mort de l'empereur, le général Mallet a tenté de renverser le pouvoir en place. Arrêté juste à temps, le coup d'État a cependant failli réussir.
Mallet et la plupart des conspirateurs sont fusillés le 28 octobre 1812. Napoléon est furieux. Dans cette affaire, personne n'a pensé à appliquer la Constitution. C'est son fils qui doit lui succéder, et lui seul. Personne n'a pensé à proclamer le roi de Rome à ce moment-là. Et puis ensuite, les dignitaires qui ont été arrêtés pendant le coup d'État l'ont été finalement assez facilement, et Napoléon s'interroge sur la solidité de sa légitimité, de la légitimité impériale, qui est au fond le vrai problème de Napoléon pendant tout son règne. Son pouvoir qu'il croyait assis par la présence d'un héritier. Le système qu'il a construit lui-même ne repose que sur un seul homme. Et plutôt que de décréter immédiatement que le jeune héritier de l'Empire prendrait les rênes si son père disparaissait, la conjuration de Mallet a proposé une autre solution. Une solution à caractère de putsch militaire. Dans l'état actuel des choses, dit-il à Caulaincourt, je ne puis en imposer à l'Europe que du palais des Tuileries. Il lui faut donc rentrer à Paris immédiatement. À Smorgoni, le 5 décembre, Napoléon, devant ses lieutenants, explique cette décision. Tous acquiescent. À Murat, il laisse le commandement de l'armée. Il est indispensable qu'il soit à Paris quand les Français apprendront le désastre russe. Le général Hivert, dans la mythologie de la campagne de Russie, on lui donne toute la responsabilité. C'est-à-dire que c'est lui, le général Hivert, qui aurait vaincu Napoléon. Napoléon aurait été vaincu par le froid. Alors je crois qu'il faut un tout petit peu nuancer. La faim, le froid polaire, le harcèlement des Cosaques eurent raison des Français. Moins de 30 000 hommes passent le Niémen, quittent la Russie. Dans le dernier rapport que Berthier adresse à l'empereur, un cri de désespoir. « Sire, l'armée n'existe plus. » La campagne de Russie s'achève sur le plus grand désastre militaire du XIXe siècle. Napoléon ne se remettra jamais de cet échec. Son aura d'invincibilité a disparu. Maintenant, le monde entier sait qu'il peut être vaincu. Il est temps de penser à l'avenir. Il est temps de préserver la France. Cette certitude va faire basculer un certain nombre d'alliances et conduire la quasi-totalité des pays européens à prendre les armes contre Napoléon. Le 18 décembre, à minuit, un cabriolet s'arrête devant les Tuileries. Un homme en descend prestement. C'est l'empereur. Il a traversé l'Europe à bride abattue. Il est temps de reprendre les affaires en main. Napoléon est un peu l'homme des retours. Très souvent dans sa vie, il a joué sur le retour surprise pour changer, faire bouger les lignes, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui. Au moment de la campagne d'Égypte, il a laissé ses troupes en Égypte pour rentrer à Paris, un retour. Il le fait en 1808, il rentre d'Espagne alors même qu'il est en train d'écraser les Anglais. Il rentre à Paris pour ressaisir le pouvoir parce qu'il y a un petit complot Talleyrand Fouché derrière lui. En Russie, il rentre à Paris là aussi, encore un homme de retour. Et puis il y aura le retour de l'île d'Elbe plus tard, et puis si on va jusqu'au bout, le retour des cendres en 1840. Donc pour Napoléon, le retour, l'irruption sur la scène politique, alors qu'on ne l'attend pas, est une arme extrêmement importante. Si la Russie a avalé une armée de 600 000 hommes, l'Espagne, en cette année 1812, grignote une armée de 200 000 hommes. À l'été, après la bataille de Los Arapiles, le roi Joseph a été contraint de quitter Madrid au profit de Wellington. En novembre, Joseph reprend possession de sa capitale. Enhardi par nos revers en Russie, Wellington, fin mai 1813, reprend l'offensive, à la tête de 70 000 hommes. Les Français doivent une nouvelle fois évacuer Madrid. La dernière partie va se jouer le 21 juin, près de la ville de Vitoria. Contre l'avis du maréchal Jourdan, Joseph veut combattre, assouvir ses rêves de gloire. Joseph avait le rôle que veut lui faire jouer Napoléon. Le costume, en tout cas, est trop grand pour lui. On est allé le chercher à Naples, on le met sur le trône d'Espagne, et il n'a pas les qualités de son frère, loin s'en faut. Et Joseph s'est pris pour son frère, malheureusement, sans ses talents, sans son coup d'œil,
Donc forcément, on allait dans le mur. Il voulait changer et transformer l'Espagne en suivant les principes politiques et sociaux de la conquête de la Révolution française. Mais il n'a pas pu mener son projet à bien car il ne pouvait compter ni sur le personnel, ni sur le soutien populaire nécessaire, ni surtout sur l'argent. Face aux 78 000 coalisés sous les ordres de Wellington, 57 000 Français, commandés par Joseph, succombent sous le nombre. Les Français font l'impossible, mais pas de miracle. L'imprévoyance et l'incompétence du chef, l'absence de précaution pour assurer la retraite et l'amoncellement des immenses bagages de cette royauté fugitive vont changer un revers en défaite, ou plutôt en désastre. C'est vrai que Joseph Ier a aussi dû faire face à un gros problème. Les généraux français ainsi que les généraux espagnols se considéraient un peu comme des rois eux-mêmes. Des rois sur leur propre territoire qu'ils commandaient pour faire ce qu'ils voulaient, en suivant toujours les maximes de Napoléon, mais dans le but de s'enrichir. Cette forme de corruption des généraux français est bien connue. La bataille de Vitoria nous coûte l'Espagne. Je pense que l'empereur Napoléon s'est trompé en envahissant l'Espagne. Il pensait que cette campagne serait une campagne rapide, comme cela avait été le cas dans d'autres pays d'Europe. Mais il s'est trouvé face à une nation qui a résisté 6 ans. Une résistance plus longue que celle de n'importe quel pays européen. Il a affronté un peuple en armes, une vision de la vie différente. Le peuple espagnol n'était probablement pas préparé à un changement de régime comme celui que voulait Napoléon. Il n'était pas non plus préparé et n'aurait jamais accepté un roi étranger et que tout ce changement politique et social soit imposé par une nation étrangère et par les baïonnettes d'une armée d'occupation. La guerre d'Espagne, c'est un peu le cancer qui va ronger l'édifice impérial. Et Napoléon lui-même le dira. Il le dira plus tard à Sainte-Hélène que tout ça était une bien vilaine guerre, il utilisera le mot, et que finalement, quand on est vilain, on est bien puni, puisque c'est notamment à cause de tout ce qui s'est passé en Espagne que l'histoire fera que cet empire ne durera pas. Parmi toutes les guerres de l'Empire, la guerre d'Espagne peut vraiment être considérée comme une guerre à part. En fait, c'est même la guerre de tout un peuple contre une armée d'occupation, et non plus seulement entre soldats professionnels comme c'était la coutume avant. Presque 6 années de conflits ininterrompus, émaillés de quelques grandes batailles, mais surtout mettant en œuvre une guérilla de tous les instants. Partout en Europe, les puissances étrangères se félicitent de sa défaite. La 6e coalition qui se constitue rassemble contre la France la quasi-totalité des pays européens. Cette fois, Napoléon est seul.